Tout au long de cette course, du coup, on passe 5 kilomètres, 10 kilomètres, le semi, donc on passe le point de la course où, Philippe, il dépasse le kilométrage qu'il a jamais fait. Enfin, il a jamais couru au-delà de 21 kilomètres, 21,1, donc semi-marathon et il continue. À chaque fois, je vérifie auprès de lui, tout va bien, je le vois d'ailleurs. On court ensemble, on est côte à côte, il me prend en photo, il me prend en vidéo, enfin, c'est vraiment mon plus gros supporter sur ce premier marathon. On parle, on papote, on commente, le paysage, les supporters, on parle de tout et de rien, c'est très, très fluide, très naturel, vraiment et j'ai pas l'impression de courir un marathon. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Quand l'amour commence lors d'un marathon, il ne peut que durer. Il paraît même qu'il peut mener à la flamme olympique. Cet épisode est diffusé en plein milieu des Jeux. Je ne pouvais trouver meilleur adage pour introduire l'histoire de Sophie et Philippe. Salut Sophie, comment est-ce que tu vas ? Bonjour MC, je suis vraiment ravie d'être ici avec toi aujourd'hui et de pouvoir livrer ma belle histoire à ton micro. Ouais, j'ai hâte que tu me la racontes car je n'ai pas tous les détails. Sophie, avant que tu nous racontes cette histoire de ta rencontre avec Philippe, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel en te décrivant en 5 hashtags ? Tout à fait. Alors, j'ai fait mes devoirs. Le premier hashtag, ce serait multipassionné. Parce que la première de mes passions, c'est le sport et la course à pied, mais dans la vie, je m'intéresse à tout. Je suis toujours passionnée par tout, que ce soit dans les loisirs créatifs, dans mon métier de naturopathe, dans plein de choses. Je suis une multipassionnée et passionnée de la vie. Le deuxième hashtag qui va un peu avec le premier, c'est que je suis une éternelle étudiante. Je suis toujours en train de me former, surtout. Comme je mentionnais, je suis naturopathe et c'est une reconversion. De toute façon, on va sûrement avoir l'occasion de mentionner mon premier métier. C'est un lien avec ma rencontre avec Philippe. La naturopathie, c'était une reconversion. Et puis finalement, depuis que je suis naturopathe, je ne fais que me former dans plein de domaines. Et je pense que en fait, j'arrêterai jamais. Le troisième, c'est hashtag engagé à ma façon. Je suis pas du genre à aller en manif, parce que je suis agoraphobe, mais j'ai toujours été, engagée dans l'associatif, dans l'humanitaire, à donner mon sang, à courir solidaire aussi, et ça a un lien avec l'histoire, donc voilà. Après hashtag coureuse curieuse, dans le sens où, toujours ma curiosité, mais qui s'applique, à la course à pied, où j'aime, découvrir, des territoires, un peu coureuse touriste, sinon c'est un deuxième hashtag qui pourrait convenir, découvrir les territoires, découvrir des courses, de différents types de courses et d'épreuves même à travers la course à pied. Le dernier hashtag, hashtag amoureuse de la nature. Où est-ce que tu vis, Sophie ? Je vis à côté de Vannes, dans le golfe du Morbihan. Très beau pays. Magnifique. Comme tu le sais, Sophie, Crush, c'est une exploration au cœur de la rencontre amoureuse. Et à travers ce podcast, moi, ce que j'essaye de questionner notamment, c'est dans quelle mesure notre éducation et l'environnement familial dans lequel on a grandi peut influencer le choix de nos partenaires amoureux. Est-ce que tu peux me dire, toi, dans quel type de famille tu as grandi, dans quel environnement ? J'ai grandi dans une famille avec deux parents qui s'aimaient très fort, qui se sont connus très tôt, dans leur vie et qui ont tout de suite su qu'ils étaient, l'amour de la vie l'un de l'autre. J'ai 2 frères et sœurs, je suis l'aînée. On a grandi dans une, famille, remplie d'amour, mais aussi dans une famille où la maladie était présente. Très tôt, très rapidement, mes parents sont successivement tombés malades. Ils ont eu la sclérose en plaques tous les 2. Même si ça fait partie de mon histoire, j'ai aussi grandi dans cette famille où la maladie était présente, mais elle n'était pas au centre. Et mes parents ont tout fait aussi pour faire en sorte que, on ait l'enfance la plus normale possible, malgré la maladie. Et je pense que c'est aussi l'amour qui les guidait dans cette intention-là.
Dans quelle mesure tu penses que ça a influencé, ton image de l'amour, par exemple? Du sentiment amoureux? Ça a beaucoup influencé mon image de l'amour. Avec le recul, je me rends compte que je me mettais aussi une sorte de pression à rencontrer, l'amour, avec un grand A très tôt comme l'ont fait mes parents, à trouver peut-être, mon âme sœur. En fait, j'ai eu une première partie de ma vie amoureuse où j'ai plutôt souffert qu'autre chose et je pense que c'était en lien aussi avec, cette barre que je m'étais placée assez haut, quoi. Et tu as quel âge aujourd'hui, Sophie? Je viens d'avoir 38 ans. Et du coup, tu avais eu des déceptions, je dirais des déceptions sentimentales? Parce que toi, tu cherchais la grande histoire à chaque fois? Je cherchais la grande histoire à chaque fois et notamment, juste avant de rencontrer Philippe, j'ai eu une grande histoire, amoureuse, la première de ma vie professionnelle, donc un peu plus sérieuse que les autres, en tout cas, c'est ce que j'imaginais à l'époque, où j'ai été très vite, en dépendance, on va dire, avec cette personne, qui en a profité. J'ai longtemps posé le mot, pervers narcissique, sur le terme. Je pense avec le recul que c'est pas forcément ça, mais en tout cas ça y ressemblait. Et c'était de toute façon une relation très, très déséquilibrée. C'était la dernière relation, sérieuse que j'ai eue avant Philippe. C'est-à-dire qu'après cette relation, une fois qu'elle s'est terminée de manière très, très compliquée, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Parce que, en fait, après cette relation-là, j'ai enchaîné plein de petites histoires où, je mettais un peu tout dès le début, me mettais cœur, corps et âme dans ces relations naissantes avec des personnes, qui certes c'était de très belles personnes, mais moi j'étais pas en capacité, je pense, d'être dans une relation équilibrée parce que je ne savais pas, moi-même être seule, en quelque sorte m'aimer moi-même, en tout cas apprécier ma propre compagnie. Donc après cette, histoire d'amour douloureuse, et ces quelques, histoires, débuts d'histoires fugaces, j'ai décidé j'ai un espèce de célibat, volontaire. J'ai décidé vraiment de rester célibataire pour apprendre à être bien, à être seule avec moi-même. Donc c'était à durée indéterminée. C'est une grosse décision, ça, c'est pas facile à mettre en pratique, hein. C'était vital à ce moment-là. Donc, avant de rencontrer Philippe, tu es célibataire et tu es dans une optique de rester célibataire pour apprendre à être seule et à t'aimer toi-même, comme tu dis. Tu es plutôt dans un esprit, joyeux, ou c'est, plutôt, difficile à vivre et tu es un peu en mode, lutte pour y arriver, ou comment c'est dans ta tête? Non, étonnamment, c'est plutôt joyeux. Alors les débuts ont été difficiles parce que c'est un apprentissage, mais en tout cas, au moment où je rencontre Philippe, ça fait un peu plus d'un an que je suis célibataire, bah, je profite en plus à l'époque, j'étais parisienne, donc jeune professionnelle à Paris, je profite de mes amis, je profite, de la culture, je me suis remise, au sport et à la course à pied, donc non, c'est plutôt une période, très joyeuse pour moi à ce moment-là, quoi. Je le dégage aussi, je pense. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Ça veut dire que tu as senti aussi un changement dans ta façon d'être et dans ton attitude, vis-à-vis des autres? Oui, tout à fait, oui. Mmh. Quelque chose de plus serein, ouais. Je pense qu'avec moi-même et avec les autres, je suis plus sereine, moins en demande de reconnaissance et d'amour, à tout prix, quoi. Et donc tu dis que tu reprends la course à pied. Est-ce que c'est un indice? C'est un c'est un indice, oui. À cette époque, au niveau professionnel, moi je travaille pour, une organisation humanitaire. J'ai fait mon stage de fin d'année et de fin d'études, pardon, et j'y étais embauchée en tant que, enfin à la fois à l'époque, les réseaux sociaux démarraient tout juste, donc j'étais à la fois engagée en tant que community manager, mais aussi, j'ai 2 casquettes à ce moment-là, en tant qu'organisatrice de courses solidaires. Quand je démarre dans cette association, une de mes casquettes, c'est de construire une équipe de coureurs qui sont des donateurs, des soutiens de l'association autour du semi-marathon de Paris. À la base, le but, c'est de leur faire courir le semi-marathon de Paris et qu'ils courent avec le t-shirt, avec les couleurs de l'association. Mais en fait, nous, on voit un peu plus gros que juste le jour J et c'est mon rôle, c'est qu'on va, mobiliser toute une équipe de coureurs, créer vraiment un esprit d'équipe plusieurs mois en amont de cet événement qui a lieu, début mars, où, on a des coachs sportifs bénévoles qui vont organiser des entraînements, hebdomadaires, plusieurs entraînements hebdomadaires. On va avoir des rencontres aussi avec l'équipe, au siège de l'association. On va expliquer les projets de l'association et moi aussi, mon rôle, c'est de motiver ceux qui le veulent à créer une page de collecte, en amont et pour cet événement. C'est-à-dire que chaque coureur peut, sur une plateforme dédiée,
créer une page qui ressemble à un profil, sur un réseau social où il va expliquer son histoire, pourquoi il court, pourquoi il s'engage pour cette association et diffuser cette page de collecte auprès de ses proches en disant: «Moi je me lance un défi et vous pour me soutenir faites un don pour cette association». Donc moi j'ai le rôle de coordonner tout ça. Ça fait plusieurs années en fait que je fais ça. C'est ça qui m'a redonné envie. J'ai été très sportive dans ma jeunesse. Et puis j'ai un peu laissé le sport de côté et c'est ça qui m'a redonné envie de me remettre au sport et à la course à pied. C'est de voir tous ces coureurs, pour la plupart qui n'ont jamais couru de semi-marathon, s'entraîner ensemble et aller jusqu'au bout, de cet exploit ensemble. Donc grâce à ça, j'ai déjà couru mon premier semi-marathon, un premier et même un deuxième, un peu avant de rencontrer Philippe. Au moment pile justement où je décide de rester célibataire, en parallèle de ça, je me dis: «Je veux en profiter pour, me préparer comme il se doit dans les règles de l'art pour courir mon premier marathon». C'est beaucoup de travail, de prépa enfin, il y a beaucoup d'entraînement pour un marathon. C'est beaucoup de discipline, parce que tu dis: «Je profite d'être célibataire pour» parce qu'en fait, c'est beaucoup de temps passé et qu'il faut l'organiser dans son agenda très précisément, non? Oui, oui, tout à fait et puis en plus, moi, je suis une très bonne élève donc s'il y a un plan d'entraînement et voilà, je vais respecter les choses à la lettre et ça va être ma priorité et ça va être le cas d'ailleurs pendant, en plus, moi, j'ai vraiment, fait les choses très, très en amont donc dès le mois de septembre, alors que le marathon de Paris a lieu au mois d'avril, je suis à fond et je m'organise. Il faut savoir de toute façon que donc moi, je suis inscrite au marathon de Paris et le semi-marathon de Paris, il est placé début mars, assez stratégiquement pour que les personnes qui participent au marathon de Paris puissent utiliser le semi-marathon de Paris comme un entraînement et c'est ce que j'ai l'intention de faire, cette année-là. Moi aussi, du coup, j'ai, donné une coloration, solidaire à ce premier gros défi pour moi et j'ai moi aussi monté une page de collecte, mais pas forcément mais pas pour l'association pour laquelle je travaille, mais pour une association pour la recherche pour la sclérose en plaques. Qui a aussi un gros enthousiasme dans mes proches et dans ma famille pour, ce premier défi parce qu'il est solidaire et qu'il il parle forcément à la cause. Donc tu es dans une phase de ta vie où là, vraiment, tu te consacres à la course à pied. Combien d'entraînements par semaine? 4 Très bien, bravo. avec un job à temps plein, oui, c'est Et dans ce paysage, qu'est-ce qui va se passer? comme je le disais, ça fait plusieurs années que j'organise, ces courses solidaires autour du semi-marathon pour cette association et à chaque fois, du coup, entre les 2 années, on publie un article dans le magazine de l'association où on fait un retour, sur cet événement et on appelle aux coureurs pour le prochain événement, l'année suivante, le prochain, semi-marathon. Il se trouve que Philippe est donateur de cette association. Donc il reçoit ce magazine, il reçoit ma tête en photo chez lui plusieurs mois avant qu'on se rencontre et il se dit: «Tiens, j'ai besoin de me remettre au sport». Donc là, je parle un peu pour lui, mais c'est ce qu'il me dit: «J'ai besoin de remettre au sport, c'est une super occasion» et de son côté, il a vraiment ce semi-marathon en ligne de mire et lui aussi finalement, même dès le mois de septembre, va commencer à s'entraîner, à reprendre la course à pied tout seul dans son coin. Parce qu'il faut savoir que quand on commence à courir, c'est un sport un peu ingrat, c'est-à-dire qu'on est essoufflé au bout de 5-10 minutes et on n'en peut plus, on est au bout de sa vie. Et qu'il faut vraiment persévérer au début pour finalement arriver à un moment agréable, à un entraînement qui soit agréable. Et à ce moment-là, nous, on démarre justement avec l'association. Les premiers entraînements, les premières rencontres de l'équipe qui va se former pour le semi-marathon de Paris 2014 ont lieu mi-novembre 2013. Donc, du coup, Philippe, il m'a déjà contacté par email pour me dire qu'il était, partant pour faire partie de l'équipe. Du coup, j'envoie, comme à tout le monde, les dates des premiers entraînements. Le voilà qui débarque, un lundi soir à Porte de la Villette, en mois de novembre. Je crois que c'est autour du 10 novembre puisque c'était un pont. Normalement, il pouvait pas être là le lundi soir, à cause de son travail et là, il est là. Il fait pas très beau. Enfin voilà, c'est un lundi soir du mois de novembre à Paris, Porte de la Villette. Est-ce que tu te souviens la première fois que c'est là la première fois que tu le vois? C'est la première fois que je le «vois» entre guillemets, parce que finalement, du coup, il fait plutôt sombre et on se voit pas beaucoup puisque c'est la nuit, on est assez nombreux, c'est un groupe et on court, on finit aussi par quelques étirements. Je l'accueille, je le vois, mais sur le coup, sur cette première rencontre, il y a pas, en tout cas moi, je me rends pas compte, il y a pas de crush particulier justement, il y a pas de je suis heureuse de le rencontrer comme je suis heureuse de rencontrer tous les autres, membres, de l'équipe.
continue à se revoir. Alors pour le coup, voilà, je crois que c'est un entraînement le lundi, un le mercredi et un le samedi. Le samedi, il a lieu à Cité Universitaire, qui est pas loin de là où habite Philippe. Et là, pour le coup, cet entraînement à Porte de la Villette était exceptionnel. Lui, il va venir tous les samedis à Cité Universitaire pour l'entraînement que j'organise. Donc moi, je vais être progressivement habituée à sa présence, à ce qu'il soit là, vraiment fidèle au poste, tous les samedis à Porte de la Villette, entre novembre et le mois de mars. Enfin, presque. Puisque pour le travail, Philippe doit s'absenter pendant une partie du mois, qui me semble très long en tout cas, une partie du mois de janvier ou février. Il est par là pour confirmer, mais il est parti pendant au moins 2 semaines. En ressenti, pour moi, c'est beaucoup plus. Alors attends, ça veut dire quoi ça? Il te manque pendant son absence? Ça veut dire que votre relation a évolué entre-temps pendant que vous entraîniez Ah non, ensemble? notre relation n'a pas évolué, mais elle a évolué dans mon cœur, ça c'est sûr. En fait, pendant ces 2 semaines où il est pas là le samedi, il avait beau m'avoir prévenu, il me semble, d'après mes souvenirs, et ben, je sens que c'est pas la même chose que si c'était quelqu'un d'autre qui était pas là, qu'il y a un manque. Mais c'est tout, c'est vraiment très timide au début, hein. Surtout que moi, je suis vraiment pas dans cette optique-là, hein, comme on l'a dit. Donc, je sens quand même que ce coureur-là, il a un statut particulier au sein de l'équipe de coureurs, dans mon cœur, dans ma tête. Je sens que c'est plus exactement la même chose, mais pour l'instant, c'est que moi. Enfin, en tout cas, il y a rien eu, rien du tout. Et de toute façon, jusqu'au semi-marathon de Paris, et même après, il y a rien eu que un rapprochement qu'on pourrait qualifier d'amical, en tout cas, à ce moment-là. Donc là, vous devenez potes, c'est ça? Ouais, on devient plutôt potes. De toute façon, d'une manière générale, dans cette équipe de coureurs voilà, qui se mobilisent, on est l'ambiance est très amicale et très chaleureuse. Donc ça se voit pas spécialement que j'ai une attirance particulière pour Philippe au début. Mais toi, tu le conscientises ou pas? Je le conscientise, mais consciemment aussi, je vais pas plus loin. Par professionnalisme, sûrement aussi parce que, voilà, un peu chat échaudé craint l'eau froide de ces dernières déceptions amoureuses que j'ai pu avoir. J'ai pas envie de recommencer de la même manière et de me plonger corps et âme dans une potentielle relation. Et donc, vous allez courir ensemble ce semi-marathon? Le semi-marathon, on va pas forcément le courir ensemble. Il va le courir, je vais l'encourager. En fait, l'association a un stand sur le parcours de semi-marathon avec des ballons, la musique, la batucada, tout est aux couleurs de l'association. Et dès qu'il y a un coureur de l'association qui porte le t-shirt de l'asso qui passe, on hurle tout ce qu'on peut. Tous les supporters qui sont là l'encouragent, lui donnent. On est à la fin du parcours, lui donne vraiment à chaque coureur la dernière énergie qu'il faut à la fin du parcours. Du coup, Philippe finit son premier semi-marathon. Je le félicite. Bravo, Philippe. Bravo Philippe, en effet. Je le félicite. Et puis, c'est vrai qu'en parallèle, moi, je lui fais part de mon projet de courir le marathon de Paris qui a lieu quelques semaines plus tard. Et du coup, là s'arrête l'aventure collective où le groupe de coureurs a atteint son objectif. Il y a bien sûr un repas après une rencontre après la course pour se féliciter tous, mais l'aventure collective s'arrête là. Mais Philippe ne s'arrête pas là. Et moi non plus. Et il me propose déjà de continuer à s'entraîner ensemble dans la mesure du possible. Et surtout, le marathon approchant, il me propose d'essayer de trouver un dossard pour le marathon de Paris et puis de commencer la course avec moi et d'après ses dires, de s'arrêter quand pour lui c'est physiquement plus possible. Le marathon de Paris a lieu le 6 avril 2014. Pour moi, c'est un gros événement. J'ai collecté, entre-temps, j'ai vraiment collecté énormément. J'ai collecté plus de 5 000 € pour la Fondation pour la sclérose en plaques. Je suis la première collectrice du marathon de Paris, de toutes les personnes qui courent solidaire. Et j'ai aussi énormément de mes proches qui sont là sur le bord de la course, quoi. J'ai vraiment une ribambelle de supporters qui sont là à différents points stratégiques de la course. Mais personne, en tout cas à partir du départ, qui est là pour courir avec moi, parce qu'il faut un dossard et que ça coûte de l'argent. Tu peux pas tricher, tu peux pas rentrer dans les sas sans le dossard.
Tu peux pas rentrer dans les sas en dossard. Après, c'était à l'époque, c'est le cas, je pense que c'est moins le cas maintenant, mais il était prévu que certains de mes amis coureurs me rejoignent un petit peu et fassent un bout du parcours avec moi. Mais non, j'ai personne. Normalement, je suis partie pour être toute seule au début. C'est pas grave. Au début de course, je sais faire. J'ai mon objectif en tête. J'ai mon allure que je dois respecter. Enfin, je suis une bonne élève, hein, on se rappelle de ça. Tu vises combien comme temps pour le marathon? Entre 4h et 4h30. Donc, Philippe réussit à avoir ce dossard-là. Je suis absolument ravie de pouvoir être accompagnée. Je suis extrêmement touchée. Il se tape l'incruste dans ta course à ce moment-là. Ouais, il se tape quand même un peu la cruste. Et là, je commence à me dire, mais c'est pas n'importe qui fait ça. C'est pas juste un coureur donateur de l'association pour laquelle je travaille. C'est pas n'importe qui. Voilà. Et là, je commence juste à me dire, je vois plutôt comme un ami à ce moment-là. Même si je pense qu'à ce moment-là, je me fais un peu d'illusions aussi sentimentalement parce que avec le recul, je sais que mon cœur, il avait compris bien avant ma tête que c'était pas n'importe qui vraiment. Mais là, je commence à me dire, ah bah c'est chouette, c'est vraiment une personne en or. Ça peut être un très bon ami. Il faut savoir que d'un côté, moi, je suis dans cette posture-là où j'ai décidé d'être célibataire et à durée indéterminée et je sais pas quand est-ce que ça s'arrêtera. Je sais pas si je suis prête, surtout. Et Philippe, c'est quelqu'un de très réservé, plutôt timide, ou en tout cas qui n'est pas du genre à faire le premier pas. C'est important aussi pour la suite de l'histoire. Donc là, vous vous retrouvez sur la ligne de départ du marathon de Paris pour courir ensemble, toi le marathon et lui, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et qu'il s'arrête. Exactement. Donc on fait des photos, on s'amuse, ils mettent vraiment beaucoup à rebaisser la tension sur ce sas de départ et puis la course commence. La course commence, moi je suis ultra entraînée, donc j'ai le sourire mais d'un bout à l'autre de la course. Et en plus, comme je vous ai dit, j'ai mes amis qui sont là, je pense à toutes les personnes qui m'ont soutenue via la page de collecte. Pour moi, je vis un des plus beaux moments déjà, un des plus beaux moments de ma vie. Et en vrai, ce sera encore plus beau puisque tout au long de cette course, du coup, on passe 5 km, 10 km, le semi, donc on passe le point de la course où Philippe, il dépasse le kilométrage qu'il a jamais fait. Enfin, il a jamais couru au-delà de 21 km, 21,1, le semi-marathon. Et il continue. À chaque fois, je vérifie auprès de lui, tout va bien. Je le vois d'ailleurs. On court ensemble. À quelques moments, il y a une amie qui nous rejoint, un autre ami qui nous rejoint. On court pas toujours que tous les deux, mais on court ensemble. On est côte à côte, il me prend en photo, il me prend en vidéo. Enfin, c'est vraiment mon plus gros supporter sur ce premier marathon. Est-ce que vous parlez pendant que On parle, oui, on parle, on papote, on commente le paysage, les supporters. On parle de tout et de rien. C'est très, très fluide, très naturel, vraiment. Et j'ai pas l'impression de courir un marathon. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est que c'est fort ça d'être aussi détendu et autant en forme pour pouvoir déconner en fait sur la course, non? Oui, mais je pense que Philippe y est pour beaucoup, pour le coup. Et je pense que, encore une fois, c'est avec le recul, mais inconsciemment, comme dans mon cœur, il est plus que juste un ami, j'essaye aussi, je mets toute mon énergie aussi pour faire bonne figure, pour être sous mon meilleur jour, tu vois. Ce qui est intéressant, ça veut dire quoi? C'est dans cette adversité que vous allez créer ce lien entre vous? Parce que c'est quand même un moment... Enfin, t'as pas du tout souffert de toute la course? Non, et moi je m'attendais, on me parle du mur des 30 km, je m'attendais à avoir un mur, à devoir ralentir, voire marcher. D'ailleurs, je croise beaucoup de coureurs au niveau du kilomètre 30 qui marchent et qui courent. Et moi, j'ai les jambes. Je dis pas que je vole, mais en tout cas, je suis mon allure que je me suis fixée. Ça va plutôt bien. Bien sûr, les jambes sont un peu plus lourdes. Bien sûr, le temps me paraît quand même un peu long. Mais tous les feux sont au vert. J'ai eu d'autres déboires sur d'autres courses, mais celle-ci, c'est un peu la course parfaite. Mais parce que je me suis vraiment beaucoup entraînée et que je suis bien entourée, je pense. Et est-ce que tu penses que la présence de Philippe te donne des ailes vraiment ou pas? Ouais, mais je pense que c'est la première fois d'une longue série, oui. D'accord. Donc, est-ce qu'il va au bout de la course avec toi? Il va jusqu'au bout de la course avec moi, ouais. Il est lui-même impressionné et moi aussi. Et du coup, on vit cette aventure, cette première aventure, ce premier marathon, pas officiel pour lui, officiel pour moi, ensemble. Donc c'est un premier souvenir extraordinaire, le souvenir d'une vie ensemble. J'ai l'impression que le crush, il a eu lieu là, quoi, sur une course de 42 km. Oui, en parlant là, tu peux facilement le dire. Mais en fait, ni lui ni moi, c'est ça qui est étonnant. Ni pour lui ni pour moi,
c'est suffisant pour se dire c'est un crush, on va pas basculer du côté amoureux, quoi. Et il se passe rien. Il se passe rien au bout de la course. Vous serrez dans les bras quand même ou pas? Vous êtes trop collants? Non, on n'est pas très. On se serre dans les bras, mais on a encore cette timidité de ceux qui savent pas trop où se positionner, justement, sur amis ou pas, quoi, ou amis ou plus, quoi. Mais non, il se passe rien de rien. Comme je te le disais, et je préfère vraiment préciser, c'est lui comme moi, on est vraiment à des moments de notre vie où on n'a pas envie de se précipiter, que ce soit de par son caractère ou moi, voilà. En fait, il se passe rien. Pendant les prochains mois qui vont suivre, pendant plusieurs mois, on va passer énormément de temps ensemble, on va passer énormément de temps à échanger par email, par texto. On se voit, il y a pas une semaine qui se passe sans qu'on se voit et qu'on passe des chouettes moments ensemble pour courir, pour faire plein de choses. On est allé voir l'arrivée du Tour de France. Il m'a emmenée jusqu'en haut de la tour Montparnasse pour boire un verre. Enfin, des choses qui sont en plus plutôt romantiques. Mais il fait pas le premier pas. Il commence à y avoir timidement des petits gestes, des petites mains qui se frôlent, qui s'effleurent, mais c'est très, très, très timide. Il faut savoir, peut-être que c'est important que je dise ça aussi à ce moment-là de l'histoire, même si c'est, pour le coup, dans notre couple, vraiment pas un sujet, mais on a 12 ans d'écart avec Philippe. Il a 12 ans de plus que moi. Je sais pas si à cette époque-là, oui, je pense il s'imagine à peu près l'âge que j'ai, et comme Philippe ne fait pas du tout son âge, je sais que très tardivement, l'âge de Philippe. D'autant qu'en plus, il est à un passage de sa vie dans ces mois-là qu'on va passer entre amis et amants. Il passe la quarantaine, donc je sais avec le recul que c'est un moment qui est délicat pour lui. Peut-être que aussi c'est ce qui fait partie des freins que lui s'est mis à aller un peu plus loin dans la relation. Peut-être, même si tout était fluide. C'est une donnée en tout cas à prendre en compte qui fait que on a mis du temps, vraiment beaucoup de temps. Combien de temps va durer cette période Alors, cette période va durer d'avril, parce que c'est vraiment, pour le coup, moi, c'est vraiment sur ce marathon-là que je suis tombée définitivement amoureuse. Où là, consciemment, je me suis dit que j'étais amoureuse de lui, mais j'en connaissais pas la réciprocité. Donc, il va se passer entre le mois d'avril et le mois d'août, 4 mois où on va se voir toutes les semaines, on va faire plein de choses ensemble, il va rencontrer mes amis, je vais rencontrer ses amis. Mais il se passe vraiment rien. Et il y a pas de premier pas, et je commence à me dire que je bassine mes amis avec ça, moi de mon côté, et je commence à me dire qu'en fait il fera pas le premier pas. Mais je suis tellement pas sûre de moi que je me dis: «Mais il faut quand même une preuve. Une preuve que je peux y aller et que je vais pas me prendre un râteau». Il arrive du coup un soir du mois d'août où une de ses plus proches amies que j'ai pas encore rencontrée m'invite à une soirée avec ses amis les plus proches. C'est une soirée jeu où il y a Philippe et tout son cercle d'amis les plus proches qui sont invités, et moi. Et là je me dis pourquoi. Enfin, c'est comme si j'étais invitée comme une plus un, alors que je n'étais pas encore du tout officiellement l'amoureuse ou la chérie de Philippe, quoi. J'avais cette impression-là que, en tout cas dans cette invitation, il y avait ce statut-là qui était un peu sous-jacent, quoi. Je le prends comme ça, en tout cas. Je le prends comme mon signe pour dire: «Allez, lance-toi, Sophie». Mais bon, entre le moment de «il faut se lancer» et le moment de «j'y vais vraiment», bon, il se passe forcément toute la soirée. C'est une soirée jeu qui s'y prête pas forcément. On est entre amis, on rentre, je raccompagne Philippe jusqu'à chez lui. Puis finalement, il me dit: «Bon, on n'est pas loin du métro, si tu veux, je te raccompagne jusqu'au métro». Il est passé minuit, donc je suis même pas sûre d'avoir mon dernier métro. Il me dit: «Je te raccompagne jusqu'au métro pour être sûre que tu en aies un». Donc arrivé devant le métro, je me dis: «Là, c'est maintenant ou jamais», et j'y vais. Et c'est là qu'on a ce premier bisou. Ah, tu y vas, tu Ah, l'embrasses? j'y vais et je ne me prends pas de râteau. Ah! Il n'a pas tourné le visage. Non. On est passé minuit et nous sommes officiellement le 9 août. C'est important pour moi qui suis une amoureuse de l'amour, puisque le 9 août, c'est le jour de la Saint-Amour. Ah, c'est vrai? Ouais. Incroyable. J'ai pas choisi cette date pour ça, mais après coup, je me dis: «Bon, voilà, j'étais guidée». Après ce premier baiser, bon, voilà, il se passe rien d'autre. Je repars de mon côté, il repart de son côté. On a prévu de toute façon, d'ores et déjà, de se revoir le lendemain pour un brunch avec un copain qui va, sans le savoir, tenir la chandelle. Mais voilà, ça démarre, mais ça démarre à notre rythme, hein. On va très, 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 très doucement. Ça va vraiment très doucement. Dans les mois qui vont suivre, les choses vont très doucement avec Philippe. C'est quelqu'un qui est très réservé, c'est un peu un taiseux,
important pour la suite de l'histoire aussi. Il dit pas vraiment, surtout quand je le rencontre, il dit pas vraiment ses sentiments, il a du mal à communiquer, c'est pas du tout un communicant et ça me challenge moi beaucoup. Surtout, moi qui anciennement, dans mes anciennes relations, avait besoin de beaucoup de reconnaissance, besoin de beaucoup qu'on me dise ce qu'on pense, qu'on me dise, voilà, les choses, ça va beaucoup, beaucoup me challenger. Et la Sophie d'avant cette année de célibat n'aurait jamais supporté une phase aussi longue de, on prend notre temps. Mais ça, c'était quelque chose qui était nouveau pour moi. Et quand tu dis: «Vous prenez votre temps», ça dure combien de temps cette phase de prendre son temps avant de se dire clairement: «On s'engage et on va plus loin ensemble»? Et ben, là aussi, désolée mon amour, mais je vais le dire, hein, là aussi, c'était de ma faute, enfin de ma faute ou grâce à moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, j'ai pas eu de sa part de signe de est-ce que c'est sérieux ou non, vers où on va, même ne serait-ce que vers où on va. Et je me rappelle très bien, on revient d'un match de rugby qu'on a vu ensemble, enfin auquel on a assisté ensemble au Stade de France pour les 6 nations, donc c'est bien ça, c'est au mois de février. Et là, je lui tape une crise en plein dans le RER bondé. C'est pas vraiment le bon moment. Et c'est le genre de crise que j'étais capable de faire très, très tôt dans mes relations précédentes, mais là, qui me semblait nécessaire. C'est presque un ultimatum que je lui donne à ce moment-là. Je le secoue encore une fois, pour lui dire: «En fait, moi, j'ai besoin, même si c'est, à du long terme, même si c'est à notre rythme, mais j'ai besoin de signes d'engagement de ta part et de signes que je suis importante pour toi. Sinon, bah», je le dis clairement d'ailleurs, «bah, sinon c'est fini pour moi, quoi». J'étais assez dure et surtout c'était pas forcément le moment idéal pour ça, mais c'était comme une cocotte minute à ce moment-là. Je sens dans son regard, un peu la panique, un peu le: «Ouh là, il faut que je fasse quelque chose, je veux pas la perdre, quoi». Il va réagir, à sa façon finalement, à son rythme, mais dans les semaines, dans les mois qui vont venir, il va y avoir beaucoup plus de place qui va m'être donnée dans sa vie personnelle, ça va être très long, hein, parce que pendant le long mois, par exemple, Philippe, dès qu'il avait son père au téléphone et il l'a souvent, il faisait en sorte, il fallait, même si on était ensemble, il fallait que je ne parle pas. Il fallait pas que son père devine qu'il était accompagné. Ça s'est fait progressivement, c'était des petites choses qui m'énervaient, mais j'ai réussi quand même à respecter son rythme. Je pense que c'est ça. J'ai réussi à respecter tout son rythme, tout en donnant aussi, moi, mes conditions. Comment il te montre, cet amour justement? Qu'est-ce qu'il fait concrètement dans cette période-là? C'est pas net d'un coup, il se met à me faire des déclarations d'amour et tout ça, mais on va quand même plus souvent se voir chez lui. Je vais finir par rencontrer sa famille, mais à Noël 2015, donc à son rythme. Et puis, finalement, ça va aussi s'accélérer assez rapidement puisqu'on va se dire, à l'époque, il était propriétaire de son appartement, mais il cherchait à acheter plus grand. Et là, on se dit: «Bah, en fait, on va acheter ensemble». Donc ça, comme pas, Comme d'engagement, signe je d'engagement? pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on finit par acheter notre appartement ensemble, à chercher et à acheter, en avril 2016. Moi, à ce stade-là, en avril 2016, j'ai plus aucun doute sur ses sentiments. Ça fait un bout de temps que j'ai plus aucun doute, mais j'ai aussi cette preuve concrète que c'est pour la vie, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pour un bon bout de chemin. Donc là, bon, bah, on peut dire que la relation est officielle Elle et est moins officielle timide. depuis longtemps, mais en tout cas, elle est moins timide et je peux m'exprimer telle que je suis aussi, voilà, moi, je suis quelqu'un de très expressive. C'est ça qui est fou avec Philippe, on est très opposés dans nos caractères et ça s'exprime aussi dans notre façon d'aimer. C'est que moi, j'ai besoin de dire les choses, j'ai besoin ouais, d'exprimer mon amour. Lui, il l'exprime d'une manière, très différente et il a un langage de l'amour qui est complètement différent. Je m'y attache pas, au point, au sens strict, mais je sens bien que, bah, en tout cas, entre Philippe et moi, nous, on a une façon de montrer notre amour, que ce soit l'un envers l'autre ou même à nos proches, qui est différente. Moi, je suis très dans qu'on appelle dans les langages de l'amour, les paroles valorisantes, mais en fait, je suis très dans l'oral. Je veux beaucoup, beaucoup, lui dire que je l'aime, lui dire les choses, beaucoup être dans, les bisous, les câlins, ce genre de choses. Philippe, son langage de l'amour principal, c'est quelque chose de beaucoup plus discret. Il est toujours là à rendre service. C'est quelqu'un qui a énormément de mémoire et que si je lui dis que j'aime telle ou telle chose, dans quel que soit le domaine, il va le retenir, il va s'en servir pour les cadeaux de Noël, pour ci, pour ça. C'est sa manière à lui de montrer, son amour, c'est de rendre service, de faire les choses pour la personne qu'il aime, de faire des choses qui vont lui faire plaisir.
qui vont la mettre en avant. Ça fait maintenant plus de 10 ans que vous êtes ensemble? Ça va faire 10 ans cet été, du coup, oui. Est-ce que vous faites toujours des courses? Est-ce que vous êtes toujours unis par la course à pied et le sport? Mais oui, je suis étonnée d'ailleurs de pas encore l'avoir dit. Parce qu'à partir du moment où on est sortis ensemble, on a fait que ça, enfin que ça, non. Mais en fait, on a fait beaucoup, beaucoup de courses ensemble et on a progressivement augmenté les kilomètres ensemble. C'est-à-dire que, bah, on avait fait notre premier marathon ensemble. J'en ai fait un deuxième en 2015 avec lui en tant que supporter et pour le coup, il n'a fait qu'une partie de ce deuxième marathon puisqu'il y a un autre ami qui se relayait et lui, il a fait un deuxième marathon plus tard. Et puis, on a très vite augmenté les distances. On a fait une des courses de la Saint-Élion. Donc, on est passé très vite dans le trail. Donc, le trail, contrairement à la course à pied sur bitume, c'est la course sur chemin à plus ou moins longue distance. Il me semble que le marathon, c'est 40. On a fait un trail après de une cinquantaine de kilomètres, un autre trail qui s'appelle une autre course de l'UTMB, donc qui est une des plus grosses courses de trail au monde, mais du coup dans la version 50. Une autre course, enfin voilà, on augmentait progressivement 40, 50, 70 et jusqu'à s'inscrire et courir d'un bout à l'autre tous ensemble l'ultramarin, qui est le tour du golfe du Morbihan, qui fait une course qui fait tout le tour par les sentiers du golfe du Morbihan, qui fait 177 kilomètres, à laquelle on s'est inscrit ensemble, on s'est entraîné ensemble. C'est un entraînement qui est très exigeant, ce qui fait que on ne voyait personne d'autre dans nos proches pendant tous les mois qui ont précédé, et on a couru ensemble d'un bout à l'autre. Et quand je te parle de rendre service, Philippe m'a quand même massé mes pieds douloureux après plus de 160 kilomètres de course. Donc ça, si c'est pas un service rendu et si c'est pas de l'amour. Ah bah si, c'est de l'amour, c'est clair. 177 kilomètres, franchement, voilà, full respect. Il y a une dernière anecdote, Sophie. Je crois que ton amoureux t'a fait une petite surprise, non, dernièrement? Tout à fait. Mon amoureux est un amoureux du sport aussi et un amoureux des Jeux olympiques, notamment, il avait dans l'idée de lui courir le marathon des Jeux olympiques. Il n'a pas réussi à être sélectionné pour son plus grand malheur et je suis désolée pour toi mon amour si tu m'écoutes. Mais en tout cas, il est hyper informé sur tout ce qui se passe autour des Jeux olympiques et ça depuis, il y a 2 ans même, en arrière quoi. Depuis qu'on en parle, il est à fond. Principalement parce que dans l'optique de courir ce marathon des Jeux olympiques, mais du coup, il a eu vent de ce relais très, très tôt, il a eu vent de ce relais de la flamme olympique qui a lieu qui a lieu de très grande envergure en France, en amont des Jeux olympiques et il a eu vent du fait que, on pouvait porter la candidature de quelqu'un pour être relayeur de la flamme olympique. Il me dit qu'il m'a demandé mon autorisation. Il me dit qu'il m'a demandé: «Ah, est-ce que tu veux être relayeuse de la flamme olympique?» Moi, je suis toujours partante pour tout, donc j'ai dû lui dire oui, mais ce qui est bizarre, c'est que je m'en souviens pas du tout. Les conditions pour porter la candidature de quelqu'un, ça c'est important aussi pour l'histoire, c'est qu'il fallait faire un petit texte pour expliquer pourquoi la personne, pour laquelle on porte candidature, est une parfaite candidate pour porter la flamme olympique. Et du coup, bah, pour quelqu'un de voilà, que je considère comme taiseux ou en tout cas qui dit pas souvent ses sentiments, j'ai l'impression, parce que je l'ai reçu après ce petit texte qu'il a écrit, qu'il a un peu mis, tout son amour dans ce texte-là qui est absolument magnifique. Qu'est-ce qu'il disait dedans, tu t'en rappelles? Il me disait que j'incarnais pour lui, toutes les valeurs de l'olympisme, à la fois, la joie puisque je suis toujours de bonne humeur, quelque chose comme ça et surtout la solidarité puisque je suis engagée pour les autres depuis toujours et à l'époque, j'étais déjà reconvertie donc il dit que je m'engage maintenant pour le bien-être et l'équilibre des autres. Enfin, c'est un texte ça se voit que ça transpire d'amour, quoi. Donc qui porte cette candidature-là. Moi, je reçois une notification. À ce moment-là, on est en juillet 2023, donc il y a 1 an. Je reçois cette notification, un email disant que quelqu'un a porté ma candidature. Je peux lire le texte dès ce premier jour. Je lis le texte qu'il a écrit et je me dis: «Waouh!» Il a mis ses tripes, hein. Le connaissant Loussic, il s'est fait un peu violence. Enfin, en tout cas, il a pas violence, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de naturel chez lui, de mettre les choses à l'écrit comme ça. De faire ce geste-là de porter la candidature, oui, mais pas de mettre les choses à l'écrit. Et là, je me dis: «Si ça va jusqu'au bout, ce texte-là, je sens que ce texte-là, il va me sélectionner pour les Jeux olympiques, enfin pour les Jeux olympiques, pour la flamme des Jeux olympiques». Et du coup, le processus de sélection, c'est qu'il y a d'abord un tirage au sort.
C'est important parce que du coup, moi, j'avais aussi porté la candidature de Philippe, mais lui n'a pas été tiré au sort. Donc, il y a un tirage au sort qui est effectué en novembre 2023, du coup. Donc là, je vois que j'ai été tirée au sort. Et que la suite du processus, c'est il y a un comité qui s'est réuni début janvier à la lumière des textes qui ont été donnés, qui va sélectionner, ce comité va sélectionner les porteurs de la flamme olympique. Donc je sens au fond de moi, c'est facile à dire après coup, mais je sens au fond de moi que ce texte, il va me permettre d'aller loin. Et en effet, je reçois une dernière notification mi-janvier me disant que j'ai été sélectionnée pour relayer la flamme olympique dans ma région, donc sur le golfe du Morbihan. Et du coup, elle a fait quel parcours, la flamme, sur le golfe? Parce elle a fini par monter sur le bateau. Alors oui, du coup, à l'époque, en janvier, je sais pas, mais je vais au fur et à mesure apprendre un peu plus sur ce relais de la flamme olympique. En l'occurrence, du coup, j'ai porté la flamme olympique, j'étais relayeuse de la flamme olympique le 6 juin dernier, donc au moment du passage de la flamme olympique dans le Morbihan. J'avais plusieurs possibilités parce moi, je pensais que j'allais être sélectionnée pour un point de passage du relais proche de chez moi. Ça aurait pu être à Vannes, parce que moi, je suis vraiment pas loin de Vannes. Et en fait, j'ai été sélectionnée pour passer le relais sur l'île aux Moines. Donc, l'île aux Moines, qui est une île au milieu du golfe du Morbihan, une île absolument magnifique, paradisiaque. J'ai eu cette chance-là, ce que j'appelle l'aventure unique dans l'aventure unique, de relayer la flamme olympique dans un lieu extraordinaire. Donc il y avait un premier relais qui se faisait sur l'eau, donc avec une relayeuse qui passait le relais à Thomas Coville, qui est du coup un navigateur, un très grand navigateur en voile, et Thomas Coville qui débarquait ensuite sur l'île aux Moines. Et moi, j'étais la première relayeuse de la flamme olympique sur l'île aux Moines, donc en plus en prenant le relais de quelqu'un qui, pour moi, incarne les valeurs aussi de l'olympisme, même s'il ne fait pas un sport olympique. Et donc, voilà, j'ai pris ce relais sur un morceau, d'ailleurs, de l'île aux Moines, digne de la traileuse que je suis. Parce que quand on voit les images, c'est vraiment un chemin qui est très, très escarpé. Et moi qui suis maladroite, j'avais vraiment peur de me casser la figure. Mais non, j'ai vécu ce moment. C'est un moment incroyable. Quel cadeau il t'a fait en portant ta candidature et en mettant ses tripes dans ce texte? Waouh, c'est un beau geste d'amour. J'aurais pas été là sans lui. Hein. J'aurais pas été là sans lui. Sophie, avant de conclure, est-ce que tu sais dire, toi, quels ont été un petit peu les ingrédients qui ont fait que votre rencontre, elle n'est pas restée anodine et qu'elle a pris autant d'importance pour vous dans vos vies? J'ai comme à la fois l'impression que quelque chose a dû se préparer très longtemps en amont, puisqu'il a fallu que j'organise cette course, que Philippe soit donateur, qu'il me voie dans ce magazine, qu'il décide de courir pour qu'on puisse même se rencontrer. Donc j'ai l'impression que les choses se sont préparées à ce moment de notre rencontre très longtemps avant. Et c'est ça qui est fou. Et en même temps, j'ai l'impression que c'était le bon moment. C'est-à-dire que Philippe, de par mon tempérament et son tempérament, si je l'avais rencontré avant, jamais j'aurais reconnu la pépite d'être humain qu'il est, parce que j'étais trop dans cette... Enfin, si j'avais rencontré avant, j'aurais encore été trop dans cette phase douloureuse pour moi, de manque de confiance en moi. Parce qu'il m'a fallu quand même une sacrée dose de confiance en moi pour faire le premier pas aussi. Donc tu dis le timing, et quand tu dis la préparation, enfin tout ce qui s'est passé avant, tous les événements en fait qui ont fait qu'à un moment vous qu'on maîtrise pas, mais qui fait que les planètes se sont alignées pour qu'on puisse se rencontrer déjà. Et quand tu dis les planètes se sont alignées, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase, tu crois? Il y a du destin, il y a du hasard, pour moi, il y a une part de destin et de hasard dans cette rencontre, cette première rencontre, et puis il y a une part d'intention, finalement, de l'un comme de l'autre, de confiance et d'intention pour transformer cette rencontre en quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a un peu des deux. Sophie, pour conclure, et ce sera ma dernière question, est-ce que tu as un message à adresser à Philippe? Je vais lui dire la phrase que je lui dis à la fin de toutes les courses qu'on finit ensemble. Je t'aime à l'infini, mon amour. Merci Sophie. Merci MC. T'es toute émue. Je me suis fait prendre à mon propre jeu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast.
Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be